à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale dont voici le sommaire. Le virus Lassa refait surface au Bénin. Des cas suspects sont enregistrés à Tchaourou et d'autres localités. Le ministre de la Santé donne l'alerte et rassure des dispositions prises pour y faire face. Les centrales syndicales en état de veille pour la sauvegarde des libertés publiques. Elles étaient en conclave hier pour réfléchir sur les défis des libertés et de la gouvernance à l'ère de la rupture. Mondial de football 2026, 7 équipes africaines pourront y prendre part sur les 48 retenues pour la compétition. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Alerte au ministère de la Santé. Le virus Lassa refait surface dans le pays. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa a éclaté dans la commune de Tchaourou. À ce jour, des cas suspects avec à la clé des décès ont été enregistrés dans d'autres localités du Bénin. Face à la presse ce matin, le ministre de la Santé a rassuré quant aux dispositions prises pour éviter la propagation du virus. On l'écoute au micro de Angela Kouidja. Au nom du gouvernement, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous rassurons les populations que des dispositions sont prises pour maîtriser rapidement cette épidémie. Les premiers signes de la maladie sont des signes généraux, comme la fièvre, la fatigue générale, la nausée, des vomissements, la diarrhée, des maux de tête et de ventre, le mal de gorge. On peut parfois observer l'œdème du cou et du visage et des saignements. Il existe un traitement efficace contre la fièvre hémorragique à virus Lassa. Ce médicament permet de soigner les personnes malades à condition d'être administré rapidement dès l'apparition des premiers symptômes. Chers compatriotes, nous vous recommandons les mesures ci-après. Dès les premiers signes, il faut se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche. Renforcer les mesures d'hygiène individuelle et collective. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons. Éviter la manipulation et la consommation de rats. Éviter tout contact avec les selles, l'urine, la salive, le sperme, les vomissures d'une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Le gouvernement part en guerre contre les distributeurs et vendeurs de faux médicaments. Le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Santé ont tenu une conférence de presse hier. Ils ont fait le bilan partiel de l'opération déclenchée le 24 février dernier. C'est pour faire le point de l'opération de lutte contre les faux médicaments démarrée le 24 février dernier que cette conférence de presse a été animée par les ministres de l'Intérieur et de la Santé. Cette opération dénommée Pangea 9 est une opération internationale. Si c'est 9, c'est la 9e édition. L'année dernière, disons 2015, il a eu la 8e édition. Et cette année, en 2017, il y aura la 10e édition. Et 2016 était prévu pour la 9e édition. Donc nous sommes un peu en retard par rapport. Et pour cause, c'est pour nous rassurer du succès de l'opération que nous l'avons retardée. Le gouvernement l'a autorisé depuis le 1er septembre dernier. C'est l'opération mondiale de lutte contre le trafic de faux médicaments, contre le crime pharmaceutique. C'est cette opération qui s'appelle opération Pangea. Le ministre de l'Intérieur a fait un bilan partiel de l'opération. Le résultat partiel à date d'aujourd'hui, comme médicament saisi, c'est 80 tonnes 837. Ceci peut être dépassé à l'heure où je vous parle. Mais jusqu'à hier soir, ça fait 80 tonnes, contre 4 tonnes en 2015. Donc 20 fois plus que le résultat des autres opérations.
J'ai un peu les résultats en détail ici, par département, mais c'est le littoral qui bat le record, avec plus de 71 tonnes et demie. Et jusqu'ici, on a réussi à mettre la main sur environ 109 personnes. Toutes ces personnes sont entre les mains de la police ou de la justice. Le ministre de la Santé rassure les populations quant aux mesures alternatives prévues dans le cadre de cette lutte. Aujourd'hui, dans nos zones sanitaires, puisque nous en avons 34 dans le pays, dans toutes les zones sanitaires, il y a des centres qu'on appelle les dépôts répartiteurs. Dans ces centres, nous avons les produits génériques. Ces produits existent. Ils sont bons, ils sont efficaces. Ils ne sont pas chers, ils sont abordables. Mais il semble qu'il y a un problème d'information. Donc nous avons pris les dispositions pour que tous les dépôts répartiteurs aient suffisamment de médicaments pour servir les populations. L'opération Pangea 9 se poursuit de façon simultanée dans les 12 départements du Bénin. C'était un reportage de Huguette Rondello. Parlant toujours de faux médicaments, ils font une concurrence déloyale aux produits pharmaceutiques qui restent une source permanente de décès. Mais au Bénin, les luttes ont commencé par porter des fruits, notamment la visite inopinée au marché d'Adjegunle. Dans cet élément, Jean-Claude James revient sur quelques temps forts de ce long processus qui a démarré depuis l'appel de Cotonou. Esthétiquement, le résultat est souvent probant. Boîtes et emballages imités à perfection. Nous sommes dans l'univers des faux médicaments. Même couleur et même forme que les vrais médicaments, ces produits contrefaits sont de véritables poisons dans lesquels on retrouve des substances chimiques potentiellement dangereuses. Au Bénin, une lutte implacable a été engagée contre ce commerce avec plusieurs descentes dans le grand marché pour des saisies. Il y a dedans des médicaments sous contrôle. Même si vous êtes pharmacien, ceux qui ont droit de commercialiser ces médicaments-là ne savent pas le faire n'importe comment. Ils sont contrôlés. Le Bénin, dans l'organisation internationale, a droit d'importer certaines quantités de ces médicaments. Ça se retrouve très facilement chez ces gens-là. On a vu des formes solides, liquides, des injectables qu'on expose à 50 degrés, 45 degrés, enfermés dans une chambre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un faux médicament est un médicament délibérément et frauduleusement muni d'une étiquette n'indiquant pas son identité ou sa source véritable. Dans les pays en développement, ces médicaments sont à la base de nombreux décès. C'est d'abord les maladies comme l'insuffisance rénale, la résistance médicamenteuse qui font leur apparition. Les faux médicaments. La précarité dans notre pays fait qu'on pense qu'en allant sur les étalages acheter ces médicaments-là, on peut faire de l'économie ou qu'on achète moins cher. Mais on achète sa mort. Au regard des conséquences, en octobre dernier, les pharmaciens étaient dans les rues de Cotonou pour tirer la sonnette d'alarme. Tant que ces médicaments ne vont pas disparaître du marché Adjegunle et de nos rues, nous n'allons jamais cesser de vous parler, de vous sensibiliser. Il faut que les vendeurs de faux médicaments ne soient pas à l'aise. Il faut qu'ils soient inquiétés et punis parce que ce n'est pas un bon commerce. Ce cri de cœur a eu un écho favorable car grâce à la libération des espaces publics, le marché Adjegunle, plaque tournante de ces faux médicaments, a fait sa toilette avec à ce jour plus de 80 tonnes de médicaments saisis. Parlons environnement à présent. 15 ONG réunies au sein de la coalition verte lancent un assaut pour la protection de la préservation des zones humides. Le plaidoyer s'étendra sur les mois de février et mars dans les collèges et auprès des décideurs. La première étape a eu pour cadre le CEG d'Avabodji dans la commune des Aguégués, localité située dans une zone humide. Mot d'ordre, préservons nos zones humides. Le reportage est signé Enoch Adande et Emilienne Fayomi. La coalition verte sous la houlette de l'ONG CIPCRE entreprend la campagne de protection des zones humides dans le département de l'Ouémé. Première cible choisie, les élèves qui constituent le vivier de la communication rurale. Classe Ramsa créée, objectif
sensibiliser la jeunesse scolaire sur les zones humides et les changements climatiques. C'est-à-dire quoi? Si dans nos activités quotidiennes, nous créons des dommages à la zone humide, nous faisons en sorte que la zone humide est de plus en plus menacée, nous faisons en sorte que ces éléments constitués disparaissent de plus en plus, nous allons de plus en plus également souffrir de ces risques de catastrophes-là. Parce que justement, les zones humides sont là pour, disons, absorber ou du moins atténuer ces catastrophes ou ces crues qui viennent. Le site Ramsar 1018 comprenant la basse vallée de l'Ouémé, la lagune de Porto Nouveau, le lac Nokoué. Les professeurs du CG Avagbodji ont été aussi sensibilisés pour la cause afin qu'ils poursuivent les séances de vulgarisation. La stratégie englobe aussi les décideurs de haut niveau. Le mot d'ordre étant prévenir les inondations, c'est préserver nos zones humides. Les enfants peuvent éduquer les adultes. Comment? Si aujourd'hui, toi, tu apprends qu'il ne faut plus jeter les sachets par terre, qu'il ne faut plus maltraiter les arbres qui sont au niveau de l'eau, et que tu vas à la maison, tu vois ton papa qui jette son sachet dans l'eau, ou bien qui coupe l'arbre en désordre. Si tu le rappelles à l'ordre 1 ou 2 fois, si ton papa est vraiment conscient, il va prendre conscience et il ne va plus le faire. Donc, on va vous amener, vous élèves, vous enfants, à corriger vos parents à la maison. Demain, mercredi 1er mars 2017, c'est la célébration de la 27e édition de la Journée mondiale de la protection civile. Le Bénin ne reste pas en marge de l'événement. En prélude, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message à la nation, dont voici un extrait. L'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, a décidé de placer la célébration de cette année sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». Il me plaît de rappeler qu'au cours de ces dernières années, le monde a été marqué par une augmentation significative des dommages économiques et sociaux dus aux catastrophes. Au Bénin, différentes situations catastrophiques ont ébranlé les communautés et compromis le développement du pays ces dernières années. Il s'agit notamment de l'inondation survenue en 2016 dans différentes communes, dont Karimama, Malanville et Banikwara. Ces crises sont multiformes et nécessitent donc l'intervention de plusieurs acteurs. Il en découle qu'aucun acteur de la protection civile ne peut isolément faire face aux catastrophes. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile édition 2017, le gouvernement béninois recommande une forte mobilisation sociale et une cohésion d'action autour des questions de réduction des risques de catastrophes afin de faire de la protection civile un véritable outil de sécurité et de développement. Les confédérations et les centrales syndicales ont tenu hier lundi 27 février un forum des représentants des travailleurs. Thème de la rencontre, les défis des libertés et de la gouvernance à l'ère de la rupture. Occasion pour ces organisations syndicales de passer en revue les libertés publiques et plusieurs questions liées à l'actualité nationale. Voici un extrait de leur déclaration, la déclaration lue par leur porte-parole au micro de Rebecca Kenjaoundé. Les participants ont convenu de la nécessité pour les travailleurs et les forces sociales de contribuer au succès du gouvernement dans les réformes pertinentes. Mais cette contribution au succès, cette adhésion aux actions du gouvernement appelle un certain nombre de préalables indispensables à l'efficacité du dialogue social et à la construction de la paix sociale nécessaire à la réussite de la gouvernance.
Installation samedi dernier à Abomey de la Fédération nationale du parti RND, entendez Rassemblement national pour la démocratie. Les militants de ce parti se sont retrouvés pour donner une nouvelle impulsion à leur mouvement politique. Et c'était en présence du président de ce parti politique, l'honorable Jean-Michel Abimbola. Gilles Dansou pour les détails. Le Rassemblement national pour la démocratie RND renforce ses bases ici dans le zoo. Mot de gratitude. Les militants et militantes du département du zoo sont contents et présentent leurs félicitations à l'honorable, accepté à nous rejoindre ce soir pour ces travaux. Un parti politique mobilisé autour des idéaux de développement. Il est évident que dans les futurs rassemblements, chacun va ramener ses forces. Et nous, le RND, nous comptons bien amener nos forces sur toute l'étendue du territoire national pour montrer déjà quel était le rayonnement de notre parti à travers le pays. Militantes et militants du RND, depuis le 4e congrès ordinaire de notre parti, tenu le 24 octobre 2015, le RND est entré dans une phase de renaissance. La fédération du zoo a été installée à cet effet. Camarades militants venus des 9 communes du zoo, le paysage politique du Bénin est en pleine mutation. Nous sortons d'une décennie de gouvernance controversée qui avait suscité à son avènement en 2006 une folle vague d'espoir en promettant le changement et l'émergence pour notre pays. Ici, dans le plateau du zoo, les militants du RND savent que vous avez engagé notre parti derrière l'homme qui a aujourd'hui la lourde charge de présider aux destinées du Bénin. Le Rassemblement national pour la démocratie, RND, pour un système démocratique mieux renforcé, tel est le credo de ce parti politique. Parlons développement à présent dans la localité de Funga, commune de Djougou. Les filles et fils épris de paix et préoccupés par les questions de développement de ce village se sont retrouvés à la faveur de leur 5e congrès ordinaire. L'objectif, consolider leurs liens puis rechercher les voies et moyens pour faire face aux nouveaux défis de développement. Les autorités communales et départements ont soutenu l'événement. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Ba Parapé pour le compte rendu. Conformément à la tradition, les patriarches procèdent à la libation pour implorer les mânes des ancêtres. Le rituel porte bonheur aux participants de la 5e édition du congrès ordinaire de l'ADF, l'association de développement de Funga à Gamassoso. Plusieurs actions sont déjà menées par les membres de l'ADF au profit des habitants du village. La construction et l'équipement du collège de la localité, l'organisation des cours de vacances suivis de dons de kits scolaires à tous les élèves. Nous profitons de cette occasion pour égrener quelques chapelets de doléances. Pour le secteur de la santé, le plateau technique est quasi inexistant et nous implorons l'intervention des autorités pour la dotation du centre. 72 heures durant, les congressistes vont débattre des thèmes relatifs à l'éducation et la culture. Vous baladez à travers le village, vous voyez des petits, mais qui ne vont pas à l'école. Et ça, vraiment, ça nous indispose. Ça, c'est sincère. C'est pourquoi on a mis en tête l'éducation. Le deuxième thème, c'est le patrimoine de Funga. Nous allons parler des forêts sacrées de Funga et revoir la forêt qui entourait Funga, d'où d'ailleurs le nom Funga, ça veut dire petite forêt. Que les réflexions convergent vers un développement heureux et durable. Nul ne sera donc de trop dans cette œuvre. Tout en vous rassurant que compte rendu fidèle sera fait à Monsieur le Préfet, je déclare le présent congrès officiellement ouvert. Le congrès de Funga, c'est aussi la valorisation des talents artistiques.
Bientôt, une école de vie pour l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Le lancement de ce projet a eu lieu ce samedi à Cotonou et c'était lors d'un gala de charité organisé par le président fondateur de l'Institut. Reportage. Voilà en image le nouveau projet de Justin Dongbe-Oundé, directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Une école pour former les hommes à la maîtrise de leur vie. Un projet porté à la connaissance des étudiants de l'ISEP lors de ce gala de charité. Nous ne sommes pas nés pour souffrir sur la terre. Au contraire, nous sommes venus nous initier à la vie. Et à ce point de vue, nous avons droit à des voyages successifs. Et il s'agit de bâtir dans les toutes prochaines années l'embryon de cette école-là et faire une transition de manière à montrer aux hommes que cela est tout à fait possible aujourd'hui de faire autre chose. Et je lance un défi parce que je suis convaincu d'une chose. J'ai juste besoin de 13 ans de formation pour ces 3 premiers voyages. La construction de cette école nécessite l'apport de tous, d'où cette œuvre de charité volontaire. Pour les étudiants, l'ISEP a changé spirituellement leur vie. Nous avons appris à percevoir la vie sous d'autres angles. Nous avons appris également à regarder dans le miroir pour mieux cerner nos semblables qui continuent de végéter dans les erreurs du passé. L'ISEP m'a appris à percevoir la vie sous d'autres angles. L'ISEP est une école de réflexion philosophique et d'enseignement métaphysique. Elle repose sur 2 principes, dont la capacité de l'homme à mettre en branle les lois de l'univers. Le député Bida Nouhoum œuvre pour des enseignements coraniques de qualité dans la Donga. À Djougou, l'élu de la 13e circonscription électorale a tenu une séance de travail avec les islamologues de la commune. L'objectif de la rencontre est la mise en place d'un comité pour l'élaboration des documents. Le parlementaire a par ailleurs offert des tables et bancs aux écoles confessionnelles. Retrouvons Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé pour le point. Bientôt, un livre sur la méthodologie de l'enseignement des connaissances islamiques. Les islamologues du département de la Donga, plus particulièrement de la commune de Djougou, doivent y réfléchir. D'où cette rencontre initiée par le député de la 13e circonscription électorale. Les débats menés en langue nationale d'Indi tournent autour de la formation des maîtres coraniques et autres enseignants des établissements confessionnels, en l'occurrence les écoles arabes ou franco-arabes. Ici à Djougou, c'est la tradition des écoles coraniques que nous appelons communément écoles coraniques de parterre, où les enfants apprennent sur des ardoises traditionnelles. Donc nous avons voulu, à l'aide de nos alphas, mettre au service de la communauté musulmane un guide d'enseignement au niveau des écoles coraniques qui permettra d'abord aux maîtres enseignants de savoir dans quel sens, dans quelle direction il faut apprendre aux apprenants la religion musulmane, comment les apprendre à vraiment pratiquer leur foi. Un comité sera ensuite mis en place pour l'élaboration du guide pratique d'enseignement de la religion musulmane. Et le comité dispose de 4 mois pour nous sortir un livre. Et je pense que ce livre ne sera pas seulement bénéfique pour Djougou. Nous l'espérons qu'il sera bénéfique pour l'humanité. À l'issue de la séance, le député Bida Nouhoum met gracieusement à la disposition des écoles coraniques des tables et bancs. Nous sommes très contents parce que dans nos écoles, nous avons des pénuries de tables. On n'a pas de table. Les enfants restent assis à terre. Enfin, les membres du comité chargé de l'élaboration du document de référence prennent l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement de l'islam. Quelques notes culturelles à présent. L'artiste peintre béninois Ponce Zanou remporte le premier prix du festival international dénommé Murmure 2017. Ce festival est à sa 7e édition et a rassemblé autour du thème Liberté et environnement plusieurs artistes venus de 8 pays. Ponce Zanou revient sur les moments forts du festival au micro de Nonfodji Armel et Edmond Humbo. 14 artistes de 8 nationalités, France,
Cameroun, Togo, Sénégal, Mali, Congo, Kinshasa, Burkina se sont mis ensemble dans un atelier et ont produit chacun 2 œuvres. Le festival Murmure, comme cela le dit, c'est travailler sur les murs. Alors, devant le public, nous nous sommes mis en performance pour produire sur place des œuvres. Et le thème m'a personnellement intéressé parce que ça fait partie de mes objectifs quotidiens. Et le jury ayant vu l'éloquence de ma prestation m'a octroyé le premier prix de ce festival. Ayant le premier prix, je suis comme un ambassadeur de l'environnement. Et je m'avais demandé à chaque enseignant et à chaque homme religieux de prendre en compte l'environnement. Parce qu'il faut noter que le premier et le plus grand écologiste de tous les temps, c'est Noé. C'est Noé. Et il faudrait que les religieux parlent beaucoup de ce monsieur et également de l'environnement tel que nous pouvons le gérer de nos jours. Cela est important pour la vie sur Terre. Puis du nouveau sur le marché discographique, l'artiste Aline D lance un nouvel album. L'œuvre est intitulée Le Destin et comporte une vingtaine de chansons du rythme Goumbé, un rythme de l'ère culturelle Idacha. La cérémonie de lancement a eu lieu ce dimanche 26 février en présence de fans, parents et amis de l'artiste. On retrouve Amel Nofodi pour le point. Ibéré en langue Idacha, Le Destin en français, c'est le titre du 4e album de la chanteuse béninoise Kadjogbe Aline D. À travers des chansons originales, l'artiste valorise le rythme traditionnel Goumbé. Quelques fans apprécient. Aline D est une battante, c'est une Amazone. Elle a hérité de ce rythme-là de son père, Oliwaro, qui a fait les merveilles, qui a fait une grande promotion en son temps. Il a été même jusqu'au FESPACO, un grand festival qui a eu lieu au Nigeria en son temps, dans les années 70. C'est réellement traditionnel, c'est réellement endogène. Et puis, bon, vous voyez, on est fiers d'avoir encore les pieds dans le sol, je veux dire. Elle arrive à allier musique moderne et musique traditionnelle. Et je crois qu'elle va s'orienter davantage vers le travail sur la musique traditionnelle qui n'a pas forcément besoin d'instruments modernes pour se valoriser. Plusieurs distinctions sont à l'actif de Kadjogbe Aline D. Le dernier sacre est celui du meilleur artiste traditionnel décerné par Bénin Top 10 en décembre 2016. L'album porte 15 titres audio et 10 vidéos. Je dis un grand merci à mes fans et pour leur soutien. Et je dis merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Le manager de l'artiste dévoile quelques projets. Elle a créé le festival Goumbé et pour cette année, la 4e édition aura lieu en cours du mois de juillet. Des artistes et autres sympathisants sont venus soutenir l'œuvre de Kadjogbe Aline D. Du sport en interactualité pour finir, élargissement de la Coupe du monde de football à 48 équipes. L'Afrique aura au moins 7 places, a assuré le président de la Fédération internationale de football, association FIFA. Reportage. Combien de représentants pour l'Afrique à partir du mondial 2026 ? Le sujet fait débat depuis l'annonce de l'élargissement de la Coupe du monde de football à 48 équipes. Le président de la FIFA a tranché, le continent africain aura désormais au moins 7 représentants au lieu de 5 actuellement. Gianni Infantino en a fait la révélation ce lundi au Ghana où il effectue une visite officielle dans le cadre d'une tournée africaine entamée le 21 février à Johannesburg en Afrique du Sud. Le patron du football mondial veut profiter de ce voyage pour discuter du sujet avec les 54 présidents de fédérations africaines de football afin d'harmoniser leurs positions. Reste maintenant à savoir quel sera le nombre exact de pays africains qui seront autorisés à disputer la phase finale du mondial à partir de l'édition de 2026. Un changement qui fait rêver les Africains qui se sont toujours considérés comme sous-représentés dans ce rendez-vous qui regroupe tous les 4 ans les meilleures nations de football au monde. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon appétit à chacun et à tous et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.